Bonjour. Alors, je suis vraiment contente de vous voir aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais lire mon texte parce que, vu que j'ai juste 40 minutes et j'ai beaucoup à dire, je veux rester dans le temps. OK? Alors. OK. Dans le cadre du processus d'intégration à l'Université de Montréal, il me fait plaisir de vous présenter quelques éléments de mon parcours et surtout quelques idées relatives à ce que je pourrais apporter à l'école de design. Jusqu'à récemment, j'étais professeur titulaire dans le département de design et art numérique de l'Université Concordia, ou département de design lui-même intégré à la grande faculté des beaux-arts. J'étais titulaire aussi de la chaire de recherche en design intégré et durable et j'ai été aussi co-directrice de l'Institut des villes de prochaine génération dont j'étais responsable des axes portant sur la durabilité. Un institut que j'ai aussi cofondé. C'est pourquoi j'ai choisi comme titre de cette présentation le design au croisement de la durabilité, du didactisme et de l'accessibilité. Alors, je vais dérouler ma réflexion en 3 temps. Je vais commencer avec une compréhension des enjeux de développement durable en design, dans les pratiques, dans l'enseignement et aussi dans la recherche. Deuxièmement, je vais parler des éléments de vision dans le développement durable pour l'école de design et finalement, des éléments de mon programme d'enseignement et de recherche. Alors, on commence avec la première partie. Malgré tout ce que nous savons aujourd'hui sur la crise climatique et environnementale, malgré les données mesurables accumulées et malgré le développement de nombreuses écotechnologies, les dommages environnementaux continuent d'augmenter sur toute la planète. Tous les secteurs de développement contribuent à cette destruction, des objets jusqu'aux infrastructures. Toutes les disciplines et toutes les professions de design sont concernées et doivent assumer leurs responsabilités. On voit aussi que les approches interdisciplinaires sont maintenant vraiment impératives. La conscience d'une dégradation alarmante de notre planète remonte au moins jusqu'aux années 60. Les prédictions formulées dans le livre fondateur de Rachel Carson concernant les pesticides et la disparition de la biodiversité sont encore valables aujourd'hui. De même, les conclusions des livres The Population Bomb et les Limits to Growth sont toujours d'actualité pour remettre en cause la croissance économique. Notons également que le livre Limits to Growth fut l'une des premières à traiter de ces questions dans une approche systémique. Alors, qu'est-ce que l'éco-conception? C'est une grande question. L'éco-conception est généralement considérée comme un moyen d'imaginer et de construire des produits et des services en harmonie avec l'environnement. Depuis les années 90, l'approche dominante consiste à envisager la réduction des émissions et des impacts négatifs sur la flore, la faune, les ressources naturelles, mais aussi sur les communautés et l'économie mondiale. De nombreux instruments d'évaluation environnementale ont été développés dans les années 90. Celui pour lequel j'ai développé une expertise s'appelle l'analyse cycle de vie sociale et environnementale. L'empreinte écologique constitue aussi un des instruments d'évaluation systémique à la disposition des concepteurs. Pour ces instruments d'évaluation environnementale et pour l'efficacité de la conception durable en général, l'approche quantitative est déterminante. Dans un article que j'ai publié en 2013, When the Narrative of the Environmental Certification Replaces the Debate on Quality, j'ai traité d'une question paradoxale portant sur l'impact des normes et des certifications sur les échelles de qualité en design. La question que je m'ai demandée, c'est quels sont les effets pervers des certifications sur la qualité des milieux de vie? L'article se concluait sur la nécessité, il y a déjà 10 ans maintenant, de réconcilier les tensions entre les aspects qualitatifs de la conception
et les approches quantitatives visant l'optimisation. Quelques années plus tard, dans un livre publié en 2020, j'ai commencé à réfléchir sur le dogme de l'innovation technologique au service de la réduction de l'énergie et des émissions. Dans ce livre, je me suis concentrée sur les concepts et sur l'analyse de l'éco-conception, car la crise climatique impose une vigilance des pratiques réflexives. Dans de nombreux cas, c'est la technologie qui est le moteur de l'innovation. Et le recours aux technologies émergentes n'est presque jamais remis en question. Le design éco-efficace ne tient pas compte des limites planétaires, puisque cette approche se concentre sur la réduction du dommage environnemental par segment. Cette diapo montre un modèle développé en 1971 qui représente une manière de calculer les impacts environnementaux. En se concentrant sur la réduction des émissions grâce à l'innovation technologique, on peut obtenir des améliorations incrémentales, ce qui est très important, mais carrément insuffisant. Si on prend l'exemple des produits, le design éco-efficace ne tient généralement pas compte des habitudes des usagers. Du même, l'accent mis sur les technologies permettant de lutter contre la dégradation de l'environnement a commencé à montrer ses limites au tournant du siècle. Lorsque la stratégie d'éco-efficacité est adoptée à l'exclusion d'autres approches de design, elles tendent à subordonner la conception intégrée à des objectifs de performance comme on les définit depuis la révolution industrielle du 19e siècle. Cette diapo montre par contre qu'en se concentrant sur l'amélioration des habitudes humaines et des structures sociales, nous pouvons obtenir de bien plus grandes améliorations environnementales. De nombreuses recherches ont démontré qu'une obsession pour les éco-efficacités peut paradoxalement conduire à augmenter les impacts sociaux, culturels et même environnementaux. Ce phénomène, qualifié de rebound effect, est un effet rebond contre-productif. Dans un guide que j'ai publié avec de nombreux experts en 2009, Guidelines for Social Life Cycle Analysis of Products, nous avons montré qu'il est possible d'évaluer les risques sociaux et surtout, nous avons montré comment en faire un point de départ pour compléter les analyses des impacts environnementaux. La stratégie qui sous-tend l'éco-efficacité dans le design a pour objectif la réduction des risques connus et mesurables. Un tel objectif est le produit d'une société dite « société de risque », dans laquelle d'incroyables efforts sont déployés pour atténuer les conséquences et la crise environnementale, sans toujours s'adresser aux racines du problème. C'était le corps du questionnement de ma thèse du doctorat en aménagement soutenu en 2011 ici, sous la direction du professeur Pearl et du professeur Deconinck. Des réalisations récentes dans plusieurs disciplines de design ont montré que les approches durables dominantes restent plutôt normatives, peu expérimentales, car l'expérimental est jugé trop risqué sur le plan économique. En 2016, j'ai publié un article sur la relation entre créativité, conception durable et gestion de risques afin de réfléchir sur ce paradoxe qui a des implications à la fois dans la conception durable, mais aussi dans l'enseignement. C'est d'abord au niveau de l'enseignement qu'il convient de développer une conscience critique des problématiques environnementales. Il est important de faire comprendre à nos étudiants, ces futurs designers, que la nature prescriptive des instruments d'évaluation écologique, quelles que soient les échelles d'intervention, laisse très peu de place à l'exploration de solutions profondément innovantes.
si ces instruments sont mobilisés de façon très rigide. On peut même suggérer que ces méthodes normatives de conception durable contraignent très fortement la plupart des expérimentations en design. Le modèle présenté sur l'écran illustre une série de tensions épistémologiques. C'est un modèle que j'ai publié dans ma thèse. Quand il est bien compris par les étudiants, ce modèle leur permet d'articuler les tensions entre l'approche instrumentale dominante et les attentes sociales et humaines par rapport au projet de design. On peut observer ici des tensions à propos de l'argumentaire du projet, de la comparaison entre projets, etc. Quand ils sont bien utilisés dans un contexte pédagogique, les concours de projet sont des formidables dispositifs de compréhension et d'émancipation intellectuelle. Je dirais même que lorsqu'on invite les étudiants en design à réfléchir sur des solutions durables innovantes par le biais du concours, cela leur permet de viser un niveau d'exemplarité qui porte leur travail au-delà de la salle de la classe, comme ils s'adressaient déjà à la société. Le concours de design n'est donc pas seulement un instrument pour atteindre l'excellence créative dans la profession de designer, mais c'est aussi une opportunité de se mesurer à d'autres points de vue. Le concours de design permet de construire des situations pédagogiques innovantes au-delà des approches normatives. Aussi, les concours sont des situations de jugement collectif hautement qualitatives dans lesquelles certaines tensions de l'éco-conception deviennent manifestes lors des jurys comme dans le processus de design. Cela permet aux étudiants de participer à un débat essentiel pour l'avancement de leur propre discipline. En 2016, nous avons commencé à adopter le concours de design comme moyen de proposer des situations pédagogiques innovantes. Un premier concours a d'ailleurs permis de réfléchir aux différentes manières d'améliorer une expérience aussi banale mais essentielle que le fait d'attendre le bus. Quel que soit le sujet du concours, cette approche est pédagogique car elle incite les concepteurs à spéculer tout en prenant en compte les réalités locales et régionales et aussi à découvrir de nouvelles solutions de conception de façon à définir des objectifs de qualité. Sur cette diapo, vous découvrez quelques exemples de travaux d'étudiantes réalisés dans le cadre de concours internationaux. À partir de la diversité des propositions soumises à des concours, il est possible de réfléchir et de se servir de tous les projets et pas seulement les gagnants, car tous les projets recèlent des idées. Le guide que nous avons publié en accès libre a été remis à la Ville de Montréal pour servir comme moyen de concevoir avec les citoyennes et aussi de contribuer collectivement à l'amélioration de l'expérience de l'attente d'autobus. Vous voyez ici quelques extraits des principes rassemblés dans le guide. Nous avons même créé un jeu que nous avons testé avec la Ville de Montréal et des organisations communautaires pour comprendre comment il serait possible de développer l'expérience de co-création dans différents quartiers et avec différents groupes d'usagers. En parallèle de ces approches expérimentales en pédagogie de design, j'ai développé un axe de recherche original sur un phénomène très intéressant que j'appelle l'écodidactisme. Ce domaine de recherche examine une série de projets de design qui sont installés dans le domaine public. Il vise à sensibiliser tout comme à activer le changement des mentalités sur des questions écologiques brûlantes. Ces œuvres veulent responsabiliser les citoyennes dans le but de dialoguer, mais aussi de les mobiliser. Cette recherche sur l'écodidactisme en design a donné lieu à une édition spéciale de la revue Sustainability
en tant que directrice MBT. Les œuvres d'art écologiques ne sont pas nouvelles et existent depuis les années 60. Mais jusqu'à présent, elles n'étaient pas étudiées pour leur capacité à créer des éco-messages destinés au grand public, ni même pour mobiliser un changement des habitudes. En adoptant des stratégies activistes, ces œuvres d'art se voulaient surtout des formes de révolte. Les approches écodidactiques sont différentes et intéressantes à la fois pour la recherche et l'enseignement. Mieux comprendre ce que ces œuvres visent à accomplir est aujourd'hui essentiel pour former des agents de changement à l'ère de l'Anthropocène. Ces installations visent à exercer une pression sur l'opinion publique ainsi que sur les grandes organisations industrielles. Ces installations d'éco-design ne cherchent pas simplement à persuader le spectateur des priorités écologiques. Ce sont la forme et le contenu même du projet de design qui se trouvent ainsi façonnés par la nécessité de révéler et d'expliquer en jouant du spectacle de la crise écologique. Cette manifestation suggère que l'action, même cognitive, et par conséquent la recherche scientifique dans le champ de l'éco-conception deviennent un impératif éthique. Cela n'est pas sans rappeler ces critiques de la société du spectacle dont l'activiste Guy Debord a fait le mot d'ordre d'une révolution des consciences dans les années 60. Ces installations écodidactiques sont des mises en spectacle critiques de la vie quotidienne. Alors, on passe à la deuxième partie, la vision de mon rôle dans le développement de l'école de design. Comme on m'a demandé d'aborder plusieurs volets, je vais peut-être un peu trop vite, mais j'espère que les principes de mon approche à la fois pédagogique et scientifique sont déjà un peu plus clairs. Dans la vision de ma contribution à l'école de design, j'aimerais tout simplement apporter cette approche critique, complexe, systémique et englobante de la conception durable que j'ai développée dans mes recherches depuis plus d'une dizaine d'années déjà. La réflexion que j'aimerais apporter à l'école porte d'abord sur la critique d'une certaine approche instrumentale, surtout quand cette approche force le concepteur à se concentrer sur les optimisations technologiques au détriment d'exploration plus à l'écoute et plus approfondie de la complexité du projet de design. Il me paraît important de travailler à ce que les futurs designers se constituent en agents de changement et qu'ils n'aient pas peur d'adopter des approches de nature systémique pour contribuer à l'amélioration des structures sociales et culturelles. L'école de design contribue déjà au changement social et culturel, puisqu'elle est un lieu producteur de connaissances et aussi de culture matérielle. Mais dans le contexte de crise environnementale que nous traversons, il existe de nombreux principes et méthodes pour guider le jugement des projets de design et il faut s'assurer de les transmettre aux étudiantes. Cette grille, par exemple, que j'ai présentée dans le livre publié en 2020, permet aux designers d'envisager des dimensions expressives du projet, alors les significations d'un projet. Elle peut les aider à se projeter dans un horizon plus étendu de la conscience environnementale. Je suis convaincue que vous serez d'accord avec moi si je déclare que l'école de design doit continuer de renforcer son leadership dans l'enseignement de design durable.
tout en introduisant des instruments plus adaptés aux conditions sociales des usages. Cette grille, par exemple, peut être présentée comme une boussole didactique. Elle peut aider les designers et même les étudiants à analyser leurs projets afin de mettre en évidence les qualités durables les plus prometteuses, de façon à ce que ces qualités n'oublient pas de viser un ensemble de significations propres au projet. Lorsque les plus hautes exigences de durabilité sont au centre des projets de design, la question se pose souvent est de savoir si la créativité a encore sa place face aux normes et aux performances techniques. Or, quand les étudiants et les étudiantes comprennent mieux les limites des instruments et certifications, elles se sentent plus à l'aise à libérer leur imagination et leur créativité. Dans ce livre que j'ai coédité en 2020, nous avons examiné sur de nombreuses études de cas comment la conception durable dans plusieurs disciplines de design se situe toujours à l'intersection à ce qui est mesurable et ce qui est signifié dans la conception d'un projet. Le design, quand il est compris comme vecteur de changement, s'avère donc une véritable moyenne d'aborder la crise environnementale et sociale actuelle. Toutes les échelles de design ont le pouvoir de contribuer au changement nécessaire. Le processus créatif n'est pas incompatible, mais l'objectif doit rester la constitution du projet de design en agent de changement. Cela dépend en particulier de la question de savoir comment le design peut être utilisé pour combler la fossé entre la sensibilisation à l'environnement et la notion plus complexe de écomobilisation. Nous avons abordé cette question de fossé entre la sensibilisation à l'environnement et les principes de l'éco-action avec mon ancienne équipe de chercheurs et doctorants à Concordia. Je compte proposer des semblables initiatives réflexives à l'Université de Montréal. Par exemple, nous avons exploré des dispositifs de design numérique interactif en tant qu'agent didactique de changement à travers la pratique de éco-nudging. Éco-nudging ou éco-conseil ou encore éco-assistance peut être décrit comme une approche qui utilise de légères interventions sensorielles pour aider les gens à modifier leur environnement et donc leur expérience de l'environnement. Il s'agit de constituer des situations interactives d'auto-apprentissage de la durabilité. Il s'agit donc d'une forme de design interactive et numérique qui vise à donner aux utilisateurs les moyens de modifier leur comportement et d'apporter des changements à leur environnement en leur fournissant un retour d'informations spécifiques qui supplantent d'autres déclencheurs contextuels, physiologiques et de confort, tout en essayant de changer leur comportement plus durable. Nous y sommes parvenus en utilisant des offres d'art interactives qui changent en fonction du choix de l'utilisateur. Sur ces quelques captures d'écran, des différentes réponses interactives en fonction des choix effectués par les participants. Alors, je vous laisse imaginer d'autres possibilités de tirer parti des expériences en design écodidactique. Alors, nous avons vu que l'éco-design ne se limite pas à l'évaluation des risques environnementaux. Le principe de précaution en matière de conception est nécessaire car nous attaquons à l'inconnu de l'inconnu. Il s'agit toutefois d'une position épistémologique. Pour disposer d'un cadre global avec des objectifs beaucoup plus concrets, les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, les célèbres ODD, deviennent un cadre d'orientation pour l'enseignement et la recherche.
Alors, on arrive à la troisième et dernière partie. Alors, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Alors, il n'y a pas de séparation franche entre les éléments de mon programme d'enseignement et de recherche. Les deux sont très, très reliés, comme vous l'avez vu. On sait que le design, à travers la stratégie de l'éco-efficacité et l'appétit pour tout ce qui est mesurable, se trouve motivé par un besoin de solutions urgentes. Je crois pouvoir affirmer que c'est le même problème dans l'enseignement. Lorsque l'éco-efficacité est la motivation première de l'enseignement de l'éco-conception, la conception durable laisse confinée au domaine de sa facticité. Et cela se fait au détriment d'autres qualités plus expérientielles ou même plus sensorielles. Dans certaines de mes propositions pédagogiques, j'explore une position philosophique qui comprend trois façons de voir la conception durable. Elles sont inspirées par le travail fondateur de Jean-Paul Sartre sur l'existentialisme. Ces trois dimensions sont la facticité, alors c'est la connaissance de soi, en soi, le potentiel pour soi et la perception pour les autres. Ces trois catégories sont considérées dans leur capacité à engendrer la durabilité différemment, chacun avec des moyens spécifiques et ses échelles de conception. Si nous considérons le design durable comme un artefact vivant, alors avec une naissance, ça veut dire ses intentions de conception et sa construction, avec une existence, la phase d'occupation ou l'usage, un changement de vie possible, changement de programme ou de l'usage. Et une fin de vie éventuelle, ça veut dire l'abandon ou démolition. Alors, nous pouvons nous demander ce qui signifie véritablement la durabilité d'un projet de design. La question est simple mais complexe. Qu'est-ce qui définit une conception durable d'un point de vue existentiel? Cela nous a permis de voir le design durable principalement à travers aussi le potentiel des artefacts que nous construisons. Alors, l'une des façons d'aborder ce type de compréhension est de considérer la conception comme un catalyseur de comportements communautaires potentiels. En situation pédagogique, je fais plusieurs fois l'expérience de demander aux étudiants de critiquer diverses expériences non durables et de les redessiner pour mieux les transformer en comportements durables, quelque chose qui n'est pas évident. Mais c'est également une question que j'ai formulée dans le cadre de mes recherches, à savoir dans quelles conditions le design parvient-il à catalyser les comportements durables. Ce ne sont que quelques idées issues de cet exercice pédagogique. On peut toujours approfondir ce type d'expérience pédagogique. Comme je l'ai expliqué dans la partie sur les enjeux scientifiques actuels, l'un des objectifs de mon programme de recherche et de l'enseignement est d'évaluer une forme particulière de pratique de design public axée sur la crise environnementale et qui a émergé dans des contextes urbains au cours des 2 dernières décennies. Ce que j'ai appelé dans plusieurs publications l'installation d'éco-design fait partie d'une tournante écodidactique qui traverse les domaines de l'art et du design durable et qui prend toujours place dans l'espace public. Cet exemple bien connu de Oliver Eliasson de 2015 est plus proche de l'art que de design, mais il reste emblématique. Il a même permis de lancer un dialogue international sur la fonte des glaces et la crise climatique en général. À l'école de design, je propose de développer un programme d'enseignement qui aborde la conception durable en suivant une approche écodidactique.
Cette pédagogie permet de montrer aux étudiants et étudiantes comment leurs interventions peuvent aussi se localiser et surtout s'aligner sur le cadre global des objectifs de développement durable des Nations unies. Parmi les nombreux exemples qui font participer les gens aux leçons d'écologie directement dans le domaine public, c'est le cas des propositions de Mary Miss à New York, est très approprié pour la discipline de design. Son approche s'aligne exactement avec l'écodidactisme. Elle cherche ni plus ni moins à faire prendre conscience aux spectateurs de l'importance de leur impact sur la nature ainsi que de la façon dont les environnements urbains ont littéralement façonné des écosystèmes. Et elle ne fonctionne pas en soi, car ces installations sont complétées par des débats publics sur l'espace public. On peut également considérer le travail de MLSK en 2009, le Watershed, qui est une installation à l'air libre qui utilise 1500 bouteilles d'eau, le nombre symbolique de bouteilles consommées par seconde aux États-Unis. Ici, le message écologique ne peut être plus clair. Ce type de projet mobilise différents publics au sein des paysages urbains. Il engage aussi de nouvelles formes de collaboration avec les autorités municipales. On peut parler de partenariat de recherche, mais aussi de l'enseignement. Par conséquent, l'installation d'écodidactique ne se contente pas d'aborder des questions écologiques urgentes. Elle est motivée par un besoin d'explication à travers le message écologique dans le domaine public. Comme cet exemple que vous avez vu récemment, comme cette installation qui permet de visualiser directement la qualité d'air dans un quartier. On peut parler d'un mouvement de didactisme qui a des impacts tant sur l'opinion publique que dans l'enseignement. Dans le prolongement des travaux sur l'écodidactisme, mon programme de recherche a commencé d'explorer la manière dont la conception du domaine public peut intégrer les données fournies par des villes pour faciliter l'échange de connaissances à permettre une communauté plus durable. Nous avons d'ailleurs initié un projet en partenariat avec la Ville de Montréal Open Data, données ouvertes, et City Studio de Vancouver, mais qui est venu à Montréal. On a fait le modèle à Montréal. Il s'agit d'une initiative que j'aimerais apporter à l'école de design et qui pourrait impliquer plusieurs départements. Notre hypothèse dit que la durabilité dans la ville peut être favorisée par la visualisation des données dans les espaces publics. Ces visualisations constituent des formes d'échange de connaissances et qui ont le but de mobiliser les communautés. L'objectif de ce projet pédagogique serait de permettre aux étudiants d'explorer la manière dont ils peuvent activer ces données ouvertes de la Ville de Montréal par le biais de projets de design à plusieurs échelles, qui peut stimuler un débat dans la communauté sur les questions de développement durable. Il s'agit donc autant de problem solving que de problem setting. Cette approche pédagogique de la conception durable vise à produire une variété d'idées et de propositions installées dans le domaine public. Des données ouvertes collectées par les villes restent les plus souvent inaccessibles à la plupart des gens. Voici des exemples des travaux réalisés par des étudiants de première année de design à Concordia. Ce projet se concentre sur le jardinage collectif pour rendre Montréal plus vert. Dès le premier cycle, il est très important que nos étudiants en design, dans toutes les disciplines de la faculté même, apprennent à analyser leurs projets en vue de comprendre comment ils se positionnent par rapport à tout ou partie des 17 objectifs de développement durable des Nations unies. On a demandé aux étudiants d'identifier
les ODD qui s'alignaient avec leur projet aussi, comme vous voyez. Ce projet pédagogique est donc directement lié avec un projet de recherche et il s'est concentré sur les enjeux de durabilité à travers les données ouvertes. Encore un autre projet, conçu par des étudiants encore de première année, représente une projection de la quantité de déchets produits à l'échelle d'un quartier. On peut aussi travailler sur l'alimentation car la collecte et la diffusion de données dans le domaine public par le biais du design peuvent aborder les différents domaines de la durabilité, qu'il s'agisse de dimensions sociales, économiques, environnementales et culturelles, tout en sollicitant la mobilisation citoyenne. Alors, je vais prendre une gorgée d'eau. Pour terminer, mais je ne suis pas encore terminée, mais un dernier projet, je voudrais vous présenter brièvement un nouvel axe de recherche qui pourrait impliquer les chercheurs des 3 écoles de la Faculté de l'aménagement et qui mobiliserait des représentants des diverses communautés des personnes âgées. Le but est de favoriser un dialogue entre les designers, des responsables de la commande publique, des citoyennes et usagers, et bien entendu les étudiants qui concevront et planifieront les urbanités de demain. Ce projet concerne les questions d'accessibilité, de durabilité et de vieillissement qui sont très liées et pourraient faire l'objet de nouveaux cours. En invitant les citoyens les plus âgés comme des ressources et des sources de connaissances, plutôt que comme des problèmes de design ou de santé que nos sociétés devraient résoudre, cette recherche entend fournir une plateforme de design sur laquelle les personnes âgées pourraient intervenir directement dans des questions d'accessibilité, d'inclusion et d'équité dans l'environnement bâti. De même que la diversité des voies est essentielle à la construction d'une véritable équité spatiale, il importe d'ouvrir les professions de design et leurs répondants politiques à des perspectives variées. Avec plusieurs collègues de Concordia et aussi de l'Université de Montréal, j'ai développé un réseau de chercheurs, des professionnels et des groupes communautaires dédiés aux populations vieillissantes de la ville de Montréal. Cet axe que l'école de design pourrait vouloir développer et porter à l'échelle de Québec comme du Canada est motivé par la reconnaissance du fait que la justice spatiale pour les citoyens vieillissants de nos environnements bâtis est un élément essentiel d'une société durable. Le respect des personnes âgées ne peut que favoriser l'inclusion des voies diverses dans les politiques urbaines ainsi que dans les disciplines et professions de design. À partir de plusieurs images de quelques exemples d'espaces observés et dans la collecte des expériences vécues, une chose très importante pour cette procédure, par les personnes âgées, il est facile de constater qu'il reste encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine de design. Ce nouvel axe de recherche et de l'enseignement pose finalement la question de savoir si la relation entre les priorités environnementales et les politiques sur le vieillissement des populations est effectivement alignée sur les objectifs de développement durable pour permettre une véritable approche de conception intégrée. Car la critique de l'écodesign est toujours à remettre en chantier. Voici ma dernière diapo. Je viens finalement à évoquer ce cours intensif que j'ai développé à Concordia avec nombreux partenaires sur la question de la transformation sociale et des objectifs de développement durable des Nations unies. On vient de compléter la 3e édition de ce cours d'été, cet été.
Le CIROD, Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation de développement durable, dont plusieurs entités de l'Université de Montréal font déjà partie, coordonne cette formation très intéressante. L'école d'été de CIROD pourrait bientôt s'adresser aux étudiants de 2e et 3e cycle à travers notre faculté. Il s'agit d'une formation intensive, innovante et transversale qui attire des étudiants internationaux et rassemble de nombreuses disciplines, par exemple en biologie, en ingénierie, en anthropologie, entre autres. Les étudiants y apprennent à localiser les cibles spécifiques des objectifs de développement durable par le biais d'une méthode de modélisation systémique. Ils intègrent ces objectifs dans leur modèle afin de s'assurer qu'ils peuvent non seulement s'aligner sur les ODD, mais aussi en assurer le suivi. Ce cours d'été serait une belle opportunité de faire rayonner notre école de design en lui confiant la responsabilité de cette plateforme d'intégration interdisciplinaire des objectifs de développement durable. Alors, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé et je suis très heureuse de répondre à vos questions.